Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui nous avons en exclusivité le directeur, l'ex-directeur de François, Monsieur François Maté, avec lequel nous allons entreprendre une suite de demandes, c'est-à-dire une interview. Monsieur François Maté, ex-directeur de François, aujourd'hui nous avons l'opportunité de vous avoir dans les murs de l'Italie, précisément à l'ECHO. Et c'est un honneur pour moi, en tant que résistant, en tant que patriote dans le camp bagbotique, de pouvoir discuter et échanger avec vous. Nous irions avec une suite de demandes précises qui auront besoin de réponses précises. Voilà, vous avez, grâce à la technologie, réussi à publier un livre. Un livre, ça publie la pensée d'une personne qui se trouve en prison, en l'occurrence le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Laurent Gbagbo. Et je voudrais savoir, d'entrée de jeu, comment vous avez procédé pour réussir à faire cette œuvre d'envergure vraiment importante. Eh bien, d'abord, merci de me demander ces précisions, parce que beaucoup de choses ont circulé, beaucoup de fausses histoires ont circulé sur la façon dont ce livre s'est fait. En réalité, le livre s'est fait tout naturellement parce que il est la suite de conversations que j'ai eues avec le président Gbagbo depuis que je vais en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années. Et quand les événements malheureux de 2010 et 2011 sont intervenus, c'est-à-dire les élections truquées de Côte d'Ivoire, puis la chute du président Gbagbo dans un traquenard qui n'avait rien en réalité d'électoral, eh bien, on a décidé d'essayer de faire quelque chose pour continuer cette conversation et elle se continuer en prison à La Haye, comme elle avait commencé à Abidjan. Et voilà, donc j'ai pu me rendre en visite à La Haye très très souvent pendant 2 ans. Et je l'ai visité, j'ai pris des notes chaque fois que je le voyais. Chaque visite durait 2 heures, 2h30, 3 heures en tout, mais il y a les procédures d'entrée et de sortie. Et puis ça a donné ce livre où il n'y a peut-être pas de grandes révélations, il ne faut pas que les gens s'attendent à des choses extraordinaires, il y a simplement des faits rétablis dans leur vérité. Et c'est ce que je voulais qu'il passe, et ce que voulait le président Gbagbo, que cette vérité-là passe au-delà des murs de la prison. Monsieur François Maté, la CPI a perdu de crédibilité aux yeux des Africains. Même ces jours-ci, il y a Israël qui a abondé dans le même sens. Et ça et là, on considère la CPI comme une cour politique internationale. Ne pensez-vous pas que c'est injuste que ce soit assassin ou non les présidents des pays qui ont ratifié le traité de Rome, qui ont le droit de déporter leurs adversaires politiques à la CPI? C'est certainement une injustice, mais justement, c'est aussi sans doute le devoir des Africains de se doter dans l'avenir d'une justice qui lui permette de juger ses propres problèmes. Et c'est aussi la façon pour l'Occident de tenir certains régimes africains, puisque des gens qui sont plus ou moins clairs et qui sont au pouvoir se débarrassent de leur adversaire politique en envoyant à la CPI et achètent ainsi une sorte de blanc-seing auprès de la communauté internationale. Et comment aviez-vous perçu la désinformation et l'unilatéralité de vision des médias internationaux sur la crise ivoirienne? C'est un des mobiles du travail que je fais, c'est-à-dire que j'essaye, moi, puisque je ne suis tenu par aucune contrainte, je ne suis pas dans un journal qui subit les contraintes politiques, j'ai décidé de justement essayer d'ouvrir le jeu et de faire en sorte qu'on puisse avoir accès aux faits réels et sans influence extérieure. Voilà. Mais c'est évident que la Côte d'Ivoire a été racontée à travers beaucoup de mensonges, notamment politiques. Comme dans tous les partis démocratiques, les aspirations des candidats à la présidence sont souvent problématiques, comme ce fut le cas au sein de l'UMP avec Copé et Fillon. Actuellement, les débats et diatribes houleuses pour la présidence du FPI sont en train de causer de fortes préoccupations aux militantes et militants.
tout le monde est unanime sur le fait qu'une intervention du président Gbagbo pourrait apaiser et freiner cette effusion. Vous qui avez fréquenté le président Gbagbo, comment expliquez-vous son silence? Le président Gbagbo a posé candidature pour la présidence du FPI. C'était un acte politique fort. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, il est retenu en prison. Il est évident qu'il doit être très très prudent aujourd'hui, au vu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour ne pas probablement tout bousculer, tout déséquilibrer, mais il n'est pas interdit qu'il fasse passer un message dans peu de temps, parce que ce que je crains, moi, personnellement, je ne suis pas au FPI, je ne suis pas ivoirien, j'ai l'impression que ce débat un peu politicien masque aussi un manque de programme politique. C'est-à-dire qu'on attend du FPI et de l'opposition en général qu'elle donne un programme d'alternance politique. Or, aujourd'hui, il semble que ce n'est pas le cas. Et Laurent Gbagbo, lui, n'est pas vraiment en position de faire ce travail-là. C'est aux gens qui sont sur le terrain de le faire. La nouvelle génération africaine et panafricaine ne veut plus de la France-Afrique. Elle le démontre par toutes ces manifestations, et ça et là, dans les rues de Paris. Et tant les pays colonisateurs ont libéré leurs colonies, c'est le cas de l'Allemagne qui a une économie forte et sans opprimer les pays africains. Contrairement à la France qui manipule et fait la loi sur les pays africains, la France est dépendante des pays africains en somme, économiquement. Ne serait-il pas souhaitable que la France commence à devenir autosuffisante pour conserver ses rapports privilégiés avec l'Afrique, sinon risquant de cette manière d'avoir une révolte généralisée, et les pays unis africains pourront en somme créer une barrière. Bien entendu, d'ailleurs, pour la première fois, un président en exercice, le président Hollande, a évoqué par exemple le problème du franc CFA, qui est une monnaie coloniale qui est dirigée à Paris et qui est la monnaie des 14 pays de la zone franc. Il est évident que ce système doit arriver à son terme et que la mainmise de la France sur l'Afrique est un scandale pur et simple qui ne tient plus, j'allais dire. Simplement, je pense qu'il est très difficile pour la France d'en sortir, parce que ça sera aussi en même temps l'aveu de dizaines d'années d'esclavage. Si on dit aujourd'hui c'est fini, qu'est-ce qui est fini? Eh bien, un régime indigne. Et d'autre part, c'est une monnaie d'échange de la France, je pense, vis-à-vis de ses alliés, par exemple américains, parce que la France opère en Afrique pour le compte des intérêts occidentaux en général. Aujourd'hui, avec le cas dramatique de Charlie Hebdo, la France est en guerre contre le terrorisme. Son navire de guerre, Charles de Gaulle, est aux trousses de l'ISIS. Considérant que l'ISIS est un ennemi inconnu, comment la France envisage-t-elle son action, vu que la France est cosmopolite avec ses historiques liens franco-algériens? La France est cosmopolite à cause de ses colonies, et une des choses dont on fait l'économie quand on parle des problèmes entre guillemets d'intégration des immigrés en France, on fait souvent, un peu trop souvent, l'économie de l'histoire. C'est-à-dire que la France a beaucoup d'immigrés, beaucoup de gens de provenance différentes, et surtout venant d'Afrique, parce que nous avons eu des colonies. Donc on n'a pas su gérer cette diversité, comme on dit, on n'a pas su la gérer, parce qu'on n'a pas du tout préparé l'avenir, évidemment. Et aujourd'hui, on se trouve devant un problème, et comme en France, on attend d'être au cœur des problèmes pour les solutionner, je crains le pire, parce que je crains que la guerre du Moyen-Orient s'importe en France, c'est le cas, on l'a vu avec Charlie Hebdo, et que peut-être des conflits africains soient vécus d'une autre façon en France. En dehors de toute considération, il est juste que toutes les personnes qui ont les mains salies par la mort, ne serait-ce que d'un seul Ivoirien, ne deviennent président d'un pays. Comme c'est le cas de M. Alassane Dramane Ouattara, suivi de ses chefs rebelles. M. Alassane actuellement veut violer ou aller outre la constitution ivoirienne pour s'octroyer un autre mandat. Ne pensez-vous pas qu'il soit soutenu par la France dans ce vil projet? Il ne peut qu'être soutenu par la France, parce que s'il était critiqué par le pouvoir en France, je pense qu'il aurait beaucoup de problèmes en ce moment avec d'autres mauvais exemples. On a vu M. Compaoré, il est question d'autres chefs d'État africains qui veulent tordre le cou à la Constitution. La France ayant mis M. Ouattara en place, plus exactement M. Sarkozy,
M. Ouattara en place, il serait malvenu qu'elle le critique aujourd'hui, et pourtant, ils vont avoir du mal, franchement, à le défendre en toute lumière. Mais tout le lien entre la France et l'Afrique devient une grande difficulté aujourd'hui, parce que pour informer de façon claire et de façon transparente sur ce lien et sur ces liens, ça devient pour la France, je pense, une opération impossible. On ne peut plus dire la vérité, on ne l'a jamais dite. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire la vérité sur le lien franco-africain. Et c'est un vrai problème, et peut-être aussi l'horizon d'un autre rapport, parce que ça ne tiendra plus. Ces derniers temps, Mme Fatou Bensouda, après avoir cherché pour des mois des preuves, actuellement, elle raconte qu'elle a perdu ses preuves. Ne serait-ce pas encore de plus une stratégie pour reporter le procès du président Gbagbo Laurent? C'est la crainte que personnellement j'ai. Je ne suis pas dans les secrets de Mme Bensouda, évidemment. C'est que la CPI, de toute façon, par son fonctionnement naturel, est une machine très lente. Et j'ai l'impression aussi que là, sur le plan politique, on joue la montre, effectivement. Il s'agit surtout que l'ombre de Laurent Gbagbo ne soit pas trop pesante sur les élections de 2015. Voilà, je pense qu'une fois que les élections de 2015 auront été dépassées, l'objectif premier de la communauté internationale, comme on dit, aura été atteint. C'est-à-dire qu'on aura éliminé de la compétition Laurent Gbagbo. Et ensuite, on verra quelle vitesse prend le procès. Mais je crains que, effectivement, ça prenne encore 3 ans ou 4 ans. C'est ma plus grande crainte, parce que je trouve qu'on fait très peu de bruit sur ce qui se passe là-bas. Je trouve que le président Gbagbo est sur des rails dans un tunnel silencieux, puisque les journaux n'en parlent pas, puisque, je le regrette moi, il n'y a aucune conférence de presse donnée par son avocat. Il va m'en vouloir que je le dise, mais c'est quelque chose qui étonne tout le monde, parce que si les micros et les caméras sont refusés aux Africains, elles ne peuvent pas être refusées à un avocat qui convoquerait la presse en diverses occasions, quand les charges ont été confirmées, quand la maman de Laurent Gbagbo est morte, qu'on lui a interdit de partir en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y avait des occasions de parler et de faire parler Gbagbo à travers son avocat. Nul n'y est mieux autorisé que son avocat, et la presse se rendrait à ces rendez-vous. Or, rien ne se fait. C'est une question que je pose avec d'autres. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en direct de l'ECHO, dans le cadre d'une manifestation du COGEP européen, avec à sa tête le président Jean-Claude Nyawa, et nous étions avec M. François Maté, ex-directeur de François, avec lequel nous avons échangé vraiment de manière agréable et de manière succincte, un peu dans un débat anglo-saxon. Et on a fini, et on espère que pour cette journée qui était une journée de dédicace pour les livres qu'il a pu concocter directement de la Cour pénale internationale et de l'AE. Merci et au revoir.